Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler harcèlement ascendant. Ce sera dans quelques instants avec mon invité Nathalie Cerquera, avocate associée au sein du cabinet Berset. On évoquera également la première CJ pour entente illicite avec David Père, avocat associé chez Adelchaud Godard. Et enfin, on parlera délai de paiement dans les marchés publics avec Julien Moiroux, avocat associé chez Simons & Simons. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler du harcèlement ascendant avec mon invité Nathalie Cerquera, avocate associée au sein du cabinet Berset. Nathalie Cerquera, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on va parler de la définition du harcèlement ascendant. Qu'est-ce que c'est et en quoi diffère-t-il du harcèlement descendant traditionnel? Alors, le harcèlement, il est défini par la loi, par le Code du travail, comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et qui sont susceptibles de porter atteinte à la dignité et à l'avenir professionnel du salarié. Bon. Après, la loi ne définit pas de sens. Il peut être vertical, c'est effectivement ce que vous évoquez comme le harcèlement descendant ou ascendant. Il peut être horizontal également, entre des collègues, ou venir de l'extérieur. Maintenant, la particularité du harcèlement ascendant, c'est qu'il s'agit d'un manager qui se fait harceler par un subordonné. La situation est plutôt rare, mais elle existe et elle est sanctionnée de la même manière par les juges comme un harcèlement descendant, finalement. Ce que la Cour de cassation, parce qu'il y a peu d'arrêts, mais il y a un arrêt de 2011 où la Cour de cassation a écarté l'arrêt de la Cour d'appel, la décision de la Cour d'appel, qui avait ajouté à la loi cette condition d'un état de subordination. Et la Cour de cassation a dit que nenni, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de subordination et un manager peut parfaitement être harcelé, faire l'objet de ces assauts de la part d'un salarié qui, alors lui tient des propos injurieux, qui n'obéit pas à ses instructions, qui, alors en l'occurrence, c'était un éducateur qui venait en short au travail alors que ça lui avait été interdit, qui avait envoyé un email obscène et qui, de manière ostentatoire devant ses collègues, dénigrait finalement son manager. D'accord. Alors, l'issue a été tragique parce que le manager s'est suicidé et ce sont probablement les ayants droit qui ont engagé ces poursuites. Mais la Cour de cassation a effectivement condamné, a reconnu qu'il s'agissait d'une situation de harcèlement moral ascendant. Donc on a les définitions en tête. Le droit français, il encadre les situations de harcèlement. Concrètement, quelles sont les conditions légales pour qu'une situation soit reconnue comme harcèlement moral ascendant? Alors vous l'avez un peu dit là, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut des agissements répétés. Donc, il ne s'agit pas d'un agissement isolé, d'un excès de colère, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une répétition. Il faut qu'on vérifie la matérialité des faits. Donc, il y a toute une enquête qui doit être menée. C'est la première chose à faire par l'employeur qui est informé d'une potentielle situation de harcèlement. Donc, il faut d'abord mettre en sécurité la victime, on pourra y revenir, et après mener l'enquête pour vérifier s'il y a effectivement une situation de harcèlement. Donc, collecter des témoignages, déterminer quels sont les témoins qu'on va entendre, quels sont les témoins pertinents. Donc, on va faire comme un cercle concentrique autour du binôme harceleur potentiel et victime pour voir qui a pu être témoin de leurs échanges. Il faut recueillir tous les éléments de preuve. Exactement. Et également autour de la victime pour vérifier, autour du harceleur potentiel pour voir s'il n'aurait pas d'autres victimes. Parce qu'il faut également envisager que cet individu ait ce comportement-là à l'égard d'autres salariés de l'entreprise. Donc, il faut déterminer ce périmètre d'enquête, mener l'enquête, qualifier les faits, vérifier si ça colle avec la définition légale que vous évoquiez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des agissements répétés, est-ce que ces agissements sont ont pour objet ou pour effet, donc l'intention n'est pas nécessaire, hein, ils peuvent simplement avoir pour effet de dégrader les conditions de travail, de mettre donc la victime en situation d'inconfort,
et puis susceptible de porter atteinte à la santé, à la dignité du salarié. Et donc cette condition d'être susceptible de, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de constater des arrêts maladie ou vraiment un état, des conséquences graves sur la victime. L'existence de ces agissements répétés anormaux, qui n'ont pas lieu d'être sur le lieu de travail, et qui peuvent dégrader les conditions de travail, sont suffisants. Alors après, on regarde si, à long terme, c'est susceptible de porter atteinte à la dignité, à la santé, etc. Et si une victime veut, à l'appui de ces éléments, porter l'action en justice, quel est le délai de prescription ? Alors, devant les juridictions civiles, c'est 5 ans. Parce qu'on est en matière de harcèlement moral. Donc la victime a 5 ans à partir du moment où elle connaît les faits, où elle a tous les éléments en main pour être capable de le qualifier. Et au pénal, elle a 6 ans. D'accord. Donc voilà, c'est un délai qui est assez long. Au civil, elle peut tant engager une action pour faire reconnaître le harcèlement moral, mais également elle peut contester un licenciement qui est intervenu dans un contexte de harcèlement moral. C'est-à-dire que si elle saisit, en principe, un licenciement, on a 1 an pour le contester. Mais si la victime est capable de démontrer qu'il y a eu un harcèlement moral et que son licenciement est lié, par exemple, si on a licencié cette personne pour inaptitude. Si elle dit oui, mais j'étais inapte parce que j'ai été victime de harcèlement moral et ce harcèlement a dégradé ma santé et je ne pouvais plus fournir le travail, la qualité de travail. Le délai s'allonge, c'est ça ? Tout à fait, il passe à 5 ans. Voilà. Et quelles sont les sanctions pour le harceleur, les sanctions prévues ? Alors, le harceleur en lui-même, il peut d'abord être licencié. Son employeur qui mène l'enquête, la première chose qu'il va sans doute faire... Ça semble normal. Voilà, il le licencie pour faute grave, c'est la faute grave qui est retenue. Après, la victime peut également saisir les juridictions pour obtenir des dommages et intérêts. Donc ça, c'est au civil plutôt, pour des faits de harcèlement moral. Il peut également agir au pénal. Et là, obtenir les peines qui sont prévues en cas de harcèlement moral, c'est-à-dire 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende. C'est assez rare. La peine d'emprisonnement est rarement prononcée et les dommages d'intérêt, c'est en fonction du préjudice subi. On va s'intéresser à la responsabilité de l'employeur. Est-ce qu'il peut être tenu responsable s'il n'agit pas par négligence, par exemple ? Tout à fait. Bien sûr, l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Donc, à ce titre, il peut être poursuivi et sanctionné à verser des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par le salarié. Il peut également être poursuivi au titre de son obligation de prévention, prévention de santé, obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, et également avoir à verser des dommages et intérêts. Alors, pour le cumul des deux est conditionné à démontrer des préjudices distincts. Mais bon, ce sont les types d'actions qui peuvent être menées à l'encontre de l'employeur. D'où la nécessité, et pour que l'employeur puisse se libérer de sa responsabilité, il doit être en mesure de prouver que, 1, il a immédiatement fait cesser la situation de harcèlement, et 2, qu'il avait en amont pris des mesures pour prévenir ces situations de harcèlement. Et c'est un travail de longue haleine que les employeurs doivent mener au sein de l'entreprise en amont pour sensibiliser les salariés, notamment les managers, pour qu'ils soient capables d'identifier des situations de harcèlement. Alors, on est plutôt dans des hypothèses de harcèlement descendant, mais également pour donner les clés à un manager d'identifier parmi ses équipes des situations de harcèlement. Donc, c'est important de former son personnel. Voilà, les sensibiliser. Également, on peut désigner des référents au sein de l'entreprise vers qui les salariés peuvent se tourner s'ils sont victimes ou témoins de harcèlement. On peut solliciter également le CSE. Voilà, il y a tous ces relais, toutes ces béquilles qui peuvent exister au sein de l'entreprise pour soit éviter, soit agir si jamais une situation de harcèlement moral fait jour. Pour terminer rapidement, vous avez dit qu'il y a un arrêt sur cette question. Est-ce qu'il y a d'autres arrêts récents ou une tendance jurisprudentielle en la matière qui sanctionnerait sévèrement, par exemple, de tels comportements ? Sur le harcèlement ascendant, il y a assez peu de jurisprudence. Il y a un arrêt récent de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans lequel la Cour d'appel a annulé un licenciement d'une salariée qui avait dénoncé des faits de harcèlement. C'est-à-dire qu'elle dénonce à son employeur être victime d'un harcèlement ascendant de la part d'un subordonné.
Et non seulement elle n'est pas protégée, mais elle est licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, de mauvaise foi et dans l'intention de nuire à la société. Or, la Cour d'appel a annulé ce licenciement et dit, au contraire, il existe dans le rapport des faits qui démontrent une situation de harcèlement. La situation était particulière, et c'est sans doute la raison pour laquelle la société a tardé et n'a pas protégé cette salariée, c'est que le harceleur était un salarié protégé, un membre du CSE. C'est vraiment une situation particulière. On va conclure là-dessus. Merci Nathalie Cerquera. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Berset. Merci beaucoup. Tout de suite, on va passer à un sujet d'actualité. On va parler de la première CGIP en matière d'entente. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la première CGIP pour entente illicite avec mon invité David Père, avocat associé chez Adelchaud Godard. David Père, bonjour. Bonjour Arnaud. Le 10 février dernier, la première CGIP pour entente illicite a été conclue entre le parquet national financier et la société Paprec. En quoi la CGIP conclue avec Paprec marque-t-elle une rupture dans l'articulation entre droit pénal économique et droit de la concurrence? Alors, comme vous l'avez dit, on a une CGIP qui, pour la première fois, va porter sur des faits d'entente illicite. Jusqu'à présent, en droit français, on avait d'une part les entreprises qui étaient poursuivies pour des activités anticoncurrentielles devant l'autorité de la concurrence, et on avait les personnes physiques à l'intérieur de ces mêmes entreprises qui pouvaient être poursuivies au niveau pénal devant les juridictions correctionnelles. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de poursuites de ces personnes physiques. Et ça existe depuis 1986. Et ça a évolué au fil du temps, puisque en 2020, on a le PNF qui a obtenu une compétence sur les faits d'entente anticoncurrentielle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc il y a eu une volonté législative de centraliser ces poursuites. Mais là, vous avez le PNF qui a réussi à poursuivre une personne morale, ce qui est nouveau au pénal, et aussi à signer une CGIP. Ça veut dire quoi concrètement? Jusqu'à présent, les entreprises considéraient que leur interlocuteur naturel, c'était l'autorité de la concurrence pour les problématiques anticoncurrentielles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça peut être aussi le PNF. Alors, pour bien comprendre, revenons aux faits. Quels étaient les faits reprochés à Paprec? Alors, vous aviez... c'est une enquête qui commence en 2020 à peu près, qui porte sur des faits assez classiques que nous connaissons bien en matière de droit pénal des affaires, avec du blanchiment de fraude fiscale, avec de la corruption et du recel de favoritisme. Ça, c'est assez classique. On considérait que cette entreprise, et je le dis en lisant la CGIP, puisque c'est public, avait retiré des espèces pour pouvoir obtenir des marchés. Bon, ça, c'est assez classique. La nouveauté, c'est que en plus de ça, ils se seraient entendus avec les personnes de leur secteur pour porter atteinte à la concurrence, donc entente. Et c'est devenu, c'est une nouveauté parce qu'au lieu d'avoir deux procédures comme on a vu dans d'autres affaires, notamment une affaire qui a donné lieu à une très forte amende en 2024 dans le matériel électrique, où il y avait d'une part la procédure ADLC, Autorité de la concurrence, qui prend son temps, qui a sa propre procédure et qui n'a pas les mêmes règles. Aujourd'hui, on a une seule procédure qui a donné lieu à cette CGIP. Alors, justement, une seule procédure, ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences de cette CGIP sur la gestion des risques juridiques en entreprise? Alors, je pense que ça doit interpeller les directions juridiques et vos auditeurs parce que ça doit changer un petit peu les codes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, nous avions la direction concurrence des grands services juridiques qui s'occupait de gérer les visites de l'autorité de la concurrence ou de la commission. Et puis, vous aviez le service contentieux ou les grands contentieux qui s'occupaient du droit pénal. Là, on voit que la frontière a été brouillée entre ces deux problématiques et que donc on ne peut pas travailler uniquement en silo parce qu'on va rater et on va mettre en danger l'entreprise. Alors, comment on doit travailler?
Alors, merci. Ça veut dire que le service juridique doit ne plus travailler en silo, travailler concurrence et pénal en même temps, d'une part. Mais ça veut dire aussi qu'il faut anticiper les visites du régulateur ou les visites de la police, parce que lorsqu'on vient chez vous en perquisition pénale, ce qui risque d'être le cas à l'avenir, eh bien, on a beaucoup plus de pouvoir que lorsqu'on vient chez vous et qu'on est l'autorité de la concurrence. On peut saisir plus de choses, on peut aller regarder les emails, et vous savez que le secret professionnel de l'avocat est vraiment en danger en ce moment. Donc, on doit procéder à une hygiène numérique plus forte au sein des entreprises et des directions juridiques, dès que ça touche à la concurrence, pour se mettre en œuvre, prêt si on a une perquisition pénale. Et concrètement, comment on s'y prépare ? Alors, vous avez normalement des downgrade procédures qui existent, où vous devez prévenir, tout est prévu au niveau de l'entreprise en cas de visite. La différence, c'est que là, il faut se préparer à l'option la plus invasive. Vous savez très bien que l'autorité de la concurrence va saisir un certain nombre de documents. Moi, j'ai vu que dans certains dossiers, on ne prenait pas les consultations d'avocats par l'autorité de la concurrence parce qu'on considérait que c'était confidentiel. On sait très bien que la police et les juges d'instruction peuvent les prendre. Il y a des arrêts de mars 2025 qui sont assez réducteurs du secret professionnel. Donc, il faut avoir des procédures de visite qui sont à jour. Et puis, il faut faire des exercices. Parce que quand on a des procédures, c'est très bien. Mais tant que ça reste sur le papier, ça ne marche pas. Il faut les vivre. Il faut les faire vivre. Il faut que des avocats ou des cabinets de conseil fassent un exercice dans l'entreprise. Alors, vous-même, vous faites des exercices. Comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, on prépare un cas fictif ou un cas réel. Une entreprise qui nous dit « je pense qu'on a un problème dans tel ou tel dossier », aidez-nous à vérifier que notre procédure downgrade est effective, que les gens sont au courant et que on ne va pas dire n'importe quoi. Sachant que ça complique les choses avec le télétravail, évidemment, puisqu'aujourd'hui, pour faire une perquisition dans l'entreprise, on a une chance sur l'autre de tomber sur les personnes. Et nous, on l'a fait encore récemment à la Défense, dans un grand groupe, où on avait tout préparé et on est allé vérifier si l'accueil suit bien la procédure, si les personnes interrogées suivent bien les procédures, ne disent pas trop de choses, ne donnent pas trop de documents. Et on a vu que, une chose qui est écrite, c'est un point, mais la réalité, c'est une autre chose. Bien sûr. Est-ce que cette décision, cette porosité entre droit pénal et droit de la concurrence, ça veut dire que le PNF va chercher encore à élargir ses compétences dans d'autres domaines ? Est-ce que vous sentez des tendances à venir ? Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres domaines. Le droit de la concurrence, le PNF l'avait dit de façon très claire, il voulait élargir, il voulait se saisir de ce domaine. Ils ont dit dans leur rapport d'activité récemment qu'ils avaient 16 procédures en cours sur des problématiques anticoncurrentielles. Donc je pense que pour celui qui lisait ces synthèses, c'était très clair. Après, évidemment que la direction juridique et le directeur juridique des entreprises doivent se poser ces questions-là pour essayer de prémunir l'entreprise des risques à venir. C'est tout l'enjeu de notre présence ici aujourd'hui et c'est tout l'enjeu de la direction juridique. Comment les directions juridiques doivent éviter de se retrouver, vous avez donné quelques clés, mais face à ces changements normatifs soudains, c'est une première inédite, comment éviter de se retrouver dans ce type de situation ? Je pense on n'a pas de boule de cristal, donc évidemment il faut faire la prospective, puisque le rôle de la direction juridique, c'est d'anticiper les problématiques à venir, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les contentieux climatiques, enfin toutes ces problématiques émergentes dont vous parlez beaucoup dans votre émission. En revanche, je pense qu'il faut bien se dire que avec tout ce qui se passe même aux États-Unis, le regulatory et les défenses pénales vont être amenés à avoir de plus en plus de rôle en France et que donc il faut avoir une hygiène numérique extrêmement importante. On va conclure là-dessus. Merci David Père. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Adelchaud-Godard. Merci Arnaud. Tout de suite, on va passer à la troisième partie de notre émission. On va parler des retards dans les délais de paiement en matière de marché public. On va parler délais de paiement dans les marchés publics avec mon invité Julien Moiroux, associé chez Simons & Simons. Julien Moiroux, bonjour. Bonjour Arnaud. Le Portugal et la Slovaquie ont été récemment condamnés par la CJUE pour des retards de paiement en matière de marché public dans le secteur de la santé. Quelles leçons la France peut-elle tirer de ces décisions de justice européenne ?
Ces décisions de la Cour de justice rappellent que le respect des délais de paiement est une obligation européenne. La France, qui connaît elle aussi des difficultés systémiques sur ces délais de paiement, pourrait donc se voir exposée à un contentieux similaire si des mesures structurelles ne sont pas prises rapidement. Alors, les retards de paiement des acheteurs publics semblent s'aggraver en France, particulièrement dans le secteur de la santé. Quelles sont les causes principales selon vous et quels sont les impacts les plus graves de ces retards sur le tissu économique industriel français? Alors sur les causes, c'est difficile à cerner précisément. Peut-être que la Cour des comptes pourrait d'ailleurs se saisir du sujet pour mener une enquête, mais on peut penser qu'il y a 3 causes majeures. Un sous-dimensionnement des budgets, notamment dans les hôpitaux publics français, des lourdeurs administratives internes, et puis l'absence de sanctions effectives en cas de non-respect des délais de paiement. Parce qu'on voit qu'il existe des intérêts moratoires dont le taux est élevé dans les marchés publics en France, mais ça ne vient pas éliminer ces retards de paiement. J'ajoute une 4e cause qui est plus ponctuelle, mais que j'ai rencontrée dans mes dossiers, c'est les désorganisations qui résultent de cyberattaques, dont certains hôpitaux publics français ont pu être victimes ces dernières années, ou des collectivités territoriales. Et ces désorganisations qui résultent de cyberattaques entraînent des retards de paiement en bout de chaîne qui impactent les fournisseurs. Et sur les impacts les plus graves sur le tissu industriel français? Alors, ces impacts, ils sont d'abord sur la trésorerie des PME. Ça va fragiliser la trésorerie des PME et par suite freiner l'innovation, puisque leur trésorerie étant impactée, elles vont avoir une capacité d'investissement moindre. Et enfin, on peut penser que ça conduira à des défaillances de certains acteurs dans des secteurs clés comme la santé. Ça pourrait aussi avoir des impacts beaucoup plus larges que simplement la trésorerie des entreprises. On pense aux patients notamment. Bien sûr. Alors, en droit des marchés publics, il n'est pas possible pour les entreprises de suspendre l'exécution de leurs obligations en cas de retard de paiement. Dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles se protéger? Alors, d'abord, effectivement, l'exception d'inexécution n'est pas permise dans les marchés publics. En tout cas, c'est un sujet qui fait débat. Donc, pour mieux se protéger, les entreprises devraient, lorsque c'est possible, favoriser la négociation contractuelle pour essayer d'insérer des modalités de paiement plus contraignantes pour les acheteurs, avec des pénalités supplémentaires en cas de non-respect des délais. Mais en aval, ce qui est important pour les entreprises, c'est de documenter systématiquement les livraisons, les travaux qu'elles réalisent pour l'administration, avec les bons de commande qu'elles ont reçus, les bons de livraison qui sont le résultat de la livraison, et puis la facture en bout de chaîne pour avoir toute la chaîne complète de paiement et pouvoir, si besoin, documenter en cas de litige. Les produire en justice pour faire évaluer après le préjudice, c'est ça? Le préjudice, mais surtout d'abord évaluer précisément le montant de la créance, qu'elle ne soit pas contestable de la part de l'acheteur public. Alors, en effet, le droit offre plein de leviers d'action en la matière. Quels sont les outils juridiques qui sont disponibles? Il y a des outils non contentieux et puis il y a des outils contentieux. Dans les outils non contentieux, il y a des outils contractuels. Demander une avance, c'est parfois de droit, même dans les marchés publics. Donc, il ne faut pas hésiter à la demander. Une avance sur les montants dus au titre du marché. Il y a des acomptes qui peuvent être versés par les acheteurs publics. Donc il y a certains outils comme ceux-ci qui peuvent être utilisés à bon escient par les entreprises. Et puis si cela ne suffit pas, si les délais s'accumulent, alors il y a également des voies de recours devant le juge administratif en matière de référé provision, ce qui permet généralement d'obtenir le versement rapide d'une provision de la part du juge administratif correspondant aux factures impayées. Et les tendances de la jurisprudence en la matière, on obtient facilement satisfaction, entre guillemets, si c'est bien documenté? Si c'est bien documenté, on obtient satisfaction, parfois pour la totalité de la créance due. Il faut simplement bien vérifier au préalable que les règlements amiables des différends ont été, que les procédures de règlement amiable de différends ont été suivies. Et dans les contrats, il est généralement nécessaire d'envoyer certains documents, un mémoire de réclamation à l'administration avec certaines mentions pour que ça permette de lier le contentieux qui s'ensuit devant le juge. Alors, vous l'avez dit, le contexte n'est pas favorable, notamment dans le domaine de la santé, où la situation pourrait conduire à des catastrophes. Les réformes sont donc nécessaires. Quelles mesures concrètes pourraient être mises en œuvre en matière de marché public? Alors ça, on laissera le politique décider de ce qui est le plus pertinent, mais on peut proposer 2, je pense, mesures concrètes. La première, c'est de dématérialiser totalement le paiement.
généraliser la dématérialisation du paiement en miroir de la facturation qui est déjà dématérialisée dans les marchés publics. J'avais en 2017 publié une étude sur l'utilisation de la blockchain à cet effet qui permettrait d'automatiser les paiements dans les marchés publics si les conditions sont remplies. Et les sécuriser aussi. Et sécuriser. Donc finalement, ce serait bénéfique pour tous les acteurs du secteur. Et puis la deuxième mesure concrète qu'on peut imaginer, c'est que l'État français pourrait décider de conditionner des aides budgétaires aux collectivités et aux établissements publics au respect des délais de paiement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des recommandations à faire au pouvoir public pour soutenir les entreprises qui répondent au marché public? Il y a déjà beaucoup de mesures mises en place par le gouvernement pour favoriser l'aide aux PME. Ça a été le cas pendant le Covid et après le Covid, justement, quand il y a eu une forte inflation qui a nécessité que des mesures soient prises pour les entreprises. Mais on peut imaginer que l'État pourrait mettre en place un fonds d'avance pour les entreprises qui sont titulaires de marchés publics et qui pourraient ainsi bénéficier de paiements d'avance en plus de celles qui sont prévues par le contrat, dès lors qu'elles peuvent justifier de prestations réalisées. Pour terminer, comment vous voyez l'évolution des délais de paiement en matière de marché public? Ils devront nécessairement être réduits parce que sinon, comme on l'a dit en introduction, la France s'expose à une possible action en manquement par la Commission européenne. Mais au-delà de ça, je pense que l'État doit intervenir pour sécuriser budgétairement, je pense aux établissements publics de santé notamment, qui sont assez fragilisés en ce moment, afin de réduire ces délais sensiblement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois dans mes dossiers des délais de 200, 300, voire plus, 300 jours, voire plus, ce qui est considérable par rapport à un délai de paiement qui, normalement, est fixé à 50 jours. Oui, et puis ça met les entreprises dans de graves difficultés. Pour terminer, est-ce qu'il y a des voisins européens dont on pourrait s'inspirer, qui auraient des délais plus courts? Aucune idée. Vous n'avez pas d'idée sur cette question? Bon, on va terminer là-dessus. Merci pour votre éclairage. Julien Moiroux, je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Simons & Simons. Merci. C'est le moment de conclure cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.